IMOTEP, BKNFR, soyez les bienvenus sur le plateau du RATEF Naket Sematawi, qui est le renouvellement ou la renaissance la renaissance de la résistance Sematawi, c'est-à-dire la résistance pan-africaine réintroduite, représentée. Tous, vous savez que dans l'histoire de la résistance pan-africaine, nous avons une résistance cette histoire, la résistance est divisée en trois parties. La première partie, c'est la résistance qui a commencé depuis l'invasion, la toute première invasion des Kemet, qui est allée toute cette époque jusqu'en 1885, date à laquelle il y a eu décapitulation, c'est-à-dire l'effondrement, la division définitive de la toute première division de l'Afrique. Et cela aussi a marqué avec le début de la lutte contre le début de la lutte pour la décolonisation de l'Afrique. Nous avons la résistance panafricaine contemporaine qui a été inspirée de la résistance précédente, que nous appelons la résistance antique ou ancienne, dont les protagonistes sont les tout premiers présidents des États-Unis d'Afrique, Marcus Garvey, Antonin Firmin et bien d'autres, sans oublier Nkrumah et Kodjo, beaucoup qui font partie de cette résistance. Aujourd'hui, nous sommes dans les prolongements de cette phase contemporaine, mais dans une nouvelle articulation qui est la mise en pratique. La résistance panafricaine qui culminait à la libération de l'Afrique a connu une phase didactique. Okay? Et maintenant, nous sommes dans une phase de la mise en pratique de tous ces enseignements qui ont été légués par tous ces grands géants. Aujourd'hui, nous allons introduire pour la toute première fois dans le sein du RATEF Naket Sematawi un sujet de discussion où nous parlons de l'économie. Nous allons parler de l'économie avec le sujet société et famille. La société et famille naît d'une observation, c'est-à-dire l'incapacité aujourd'hui de pouvoir faire des entreprises. Aujourd'hui, quand on est sur la terre-mère dont on veut, quand on parle de Semata, quand on parle d'État-mairie, l'Afrique qu'on veut libérer, c'est impossible. Aujourd'hui, c'est impossible de créer une compagnie. Seules les multinationales étrangères ont l'espace. Les sociétés nationales il est impossible parce que du moment où vous ouvrez une société et que vous l'enregistrez, eh bien, l'État se transforme en un vautour qui tourne autour de vous. Vous allez recevoir des agents et agents contre agents du matin au soir, chacun présentant un feuille avec une feuille, c'est-à-dire des documents pour lesquels vous devez payer. Et à la fin, vous n'arrivez pas. Les sociétés s'assomment, se détruisent. Ça, c'est d'un côté. Mais parlons aussi du côté où il n'y a pas, par exemple, obligation d'enregistration. Eh bien, nous ne connaissons pas des sociétés africaines, des Africains, qui ont 15 ans, 20 ans, 30 ans d'expérience. Nous allons essayer de comprendre le pourquoi. L'analyse s'est faite sur ce que j'appelle les sociétés et les familles. C'est parce qu'une famille est une entité juridique. C'est ça, non? C'est-à-dire, la famille est définie comme entité juridique. Mais attention, la famille est définie comme entité juridique du point de vue de la société, c'est-à-dire du droit sociétaire. Mais la même entité peut avoir une autre définition. C'est-à-dire, sur le plan économique, la famille doit avoir une définition sur le plan économique. C'est pourquoi nous parlons de société et famille. Parce qu'une famille, pour pouvoir prospérer, une famille, pour pouvoir être en mesure de grandir et de léguer des héritages, doit pouvoir se définir dans l'espace et dans le temps comme une société. Une société de capital, mais aussi une société d'investissement. Mais parce que quand on a fait des enfants, c'est un investissement. Mais ici, là, le concept est dévié. Parce qu'on a des enfants et puis on attend que ces enfants-là puissent grandir, trouver un travail pour nourrir les parents. Mais où est la garantie?
l'existence de l'enfant est garantie. Mais l'existence du travail n'est pas garantie, quelle qu'en soit l'éducation. Aujourd'hui, on a des ingénieurs, des médecins qui sont en train de chômer. Or, c'est parce que, à mon avis, il y a une déviation. Pourquoi? Parce que les familles ont été définies sur les plans social et juridiques, mais n'ont jamais été définies sur les plans économiques. Cette erreur coûte cher. Parce que la famille doit être définie comme une société. Dans ces points-là, l'avantage du monde africain est que nous avons ce que nous appelons les familles élargies. Ça signifie quoi? Ça signifie que la famille élargie a la possibilité de compter sur une main-d'œuvre beaucoup plus nombreuse que la famille restreinte du père, mère et enfant. C'est-à-dire, qu'est-ce que je veux dire par là? Et j'expose mon fonctionnement. Une société, quand il doit devoir payer des travailleurs, payer les taxes sur les travailleurs, se retrouve en difficulté. À moins qu'il s'agisse des sociétés, des multinationales, dont nous connaissons l'histoire, c'est-à-dire ce sont les sociétés qui ont prospéré en utilisant l'argent venu de l'esclavage et du pillage des autres nations. À ce moment-là, nous avons des sociétés milliardaires parce qu'ils bénéficient des ressources. Un autre exemple, ce sont des sociétés type à ressources mafieuses, les sociétés mafieuses qui ont la capacité de supporter l'activité de ces compagnies parce qu'ils vendent la drogue. Il y a les marchés de la vente de la drogue, il y a les revenus de la drogue, il y a les revenus de la prostitution et il y a les revenus des guerres. Plusieurs sociétés financent les guerres dans d'autres pays et cela rapporte beaucoup. Et avec ces revenus, ils peuvent maintenant, disons, alimenter financièrement leur société. Mais ceci est une force, c'est-à-dire avoir la capacité d'aller provoquer des guerres chez autrui, avoir la capacité d'aller voler chez autrui. Mais la famille élargie compte comme ressource au même niveau que ceux qui vont aller se faire des guerres. Compte au même niveau. La famille élargie est une réserve de capital, d'investissement, dans la manière où elle est mise en application de manière juste. C'est-à-dire, l'enfant, quand il grandit, il passe d'un état où il joue à un état où il ne joue pas. Quand l'enfant sort de l'âge de jeu, il rentre dans l'âge de l'apprentissage. Quand l'enfant rentre dans l'âge de l'apprentissage, bien qu'il puisse fréquenter l'école, eh bien, il doit aller dans la société de la famille, dans les familles conçues comme la famille large. Chez un oncle et une tante qui a une société et travailler. L'oncle ou la tante lui donne son argent de poche, septimanal, chaque fin de semaine, mais bénéficie sur le fait de ne pas employer une personne entière qui va faire le travail, à qui il faut payer et payer les taxes. Ces régimes, cette manière d'opérer permet à la société d'épargner des grosses sommes d'argent, mais en même temps de former lui-même ses propres travailleurs de demain, ses propres cadres de demain. L'enfant qui va à travers ce mécanisme, même s'il ne réussissait pas l'école, même s'il n'obtenait pas un diplôme, a un travail garanti pour lequel il est l'investisseur principal. C'est une manière d'investir sur les devenirs. Les familles élargies africaines, je dis déjà, ont la même fonction que la servitude ou l'esclavage. C'est-à-dire où on utilise cette force humaine en l'encadrant vers un état de professionnalisme qui va leur garantir un revenu. Dans la société dont ils ont été eux-mêmes les investisseurs. C'est-à-dire chacun investit sur son futur depuis l'enfance, tout en allant à l'école parce qu'il s'agit d'un travail
temporaire, c'est-à-dire part-time, où il étudie le matin, il travaille les soirs, il travaille les week-ends. Où on a ça, les autres, ceux qui ne l'ont pas, nous l'avons vu, font l'esclavage. Où est-ce que sont allés trouver les esclavages? C'est ceux qui ont cette force du nombre. On n'est pas allé trouver c'est l'esclavage pratiquer cet esclavage chez ceux qui n'ont pas la force du nombre. Cette force du nombre, cependant, nous n'avons pas, dans les temps, su comment la canaliser. C'est-à-dire, dans la conception où on comprend les fonctionnements de l'économie raciale. Je répète ici, l'économie raciale, ça n'a rien à voir avec les racismes, la haine raciale. L'économie raciale, c'est ce que tout le monde pratique. Les Chinois pratiquent l'économie asiatique, c'est l'économie raciale et la race asiatique. L'économie occidentale, c'est l'économie occidentale. Elle est reconnue pour être l'économie occidentale. Okay? Ils ont les pactes économiques entre eux, c'est de l'économie raciale. Et nous devons rentrer dans cette relation-là à penser en termes d'économie raciale. Et dans l'économie raciale, nous devons comprendre que la jeunesse représente un point de départ important. Parce qu'il permet cette jeunesse de cette manière-là, en l'en percevant comme une entité économique d'investissement et un capital assigé, on oriente son éducation, on l'occupe pour qu'il ne finisse pas dans la délinquance, dans les drogues et dans les choses inutiles, qu'il puisse être brillant à l'éducation scolaire ou pas, il a une formation professionnelle de départ. Alors, s'il devient ingénieur, tant mieux. Mais celui qui est devenu ingénieur ne se sentira pas supérieur à celui qui s'est construit une professionnalité pendant 10 ans et fait ce travail-là et de payer pour ça. Et une place est toujours réservée pour les jeunes qui rentrent dans la société. Et cette manière-là, de fait, on a une régénération. Cette régénération-là, à elle seule, devient un facteur de croissance économique des compagnies. C'est-à-dire, les compagnies en ce moment ne peuvent que grandir parce que les enfants sont en train de naître. Les sociétés ne peuvent que grandir. Et si les sociétés ne peuvent pas grandir, le capital économique racial ne peut que grandir parce que chaque génération arrive. Si cette force économique n'est pas prise en valeur, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, elle sera utilisée comme elle a été utilisée durant l'esclavage. Aujourd'hui, à travers les Congo et tout ce que nous avons, les enfants de la rue. Ok, non? Les enfants de la rue qui n'ont pas de destination, qui n'ont pas de futur parce qu'ils n'ont aucune professionnalité, ils ont été abandonnés par la société en commençant par les familles à la suite. Eh bien, c'est une main d'œuvre à disposition du monde violent occidental quand il faut fomenter des guerres. Ce sont des enfants qui sont déjà violents d'eux-mêmes parce qu'ils doivent survivre. La survie va au dégoût de la violence. Et entre la violence et savoir manipuler une arme à feu, la distance n'est pas longue. Et ce sont les enfants, pour ceux qui sont faibles, finissent à travailler dans les mines, à alimenter quoi? L'économie occidentale. C'est-à-dire, cette jeunesse-là, si elle n'est pas articulée sous l'entendement économique, ce n'est pas qu'elle va rester inactive. Elle va être articulée économiquement pour les autres. Et cet élément-là porte à une haine raciale de ce que l'on est. Parce que l'on devient une force au service des autres. Et quand ces autres t'utilisent, on connaît la situation des enfants qui traversent dans les mines, on voit ses frères, on voit ses amis mourir chaque jour pour des miettes. Et ils vont développer de la haine, non vers les adultes qu'ils voient ne pas les protéger, mais ils vont développer de la haine pour ceux qu'ils sont, c'est-à-dire une haine raciale. C'est dont Marcus Garvey avait, pendant les années 20, réalisé.
quand il dit il a réalisé que dans l'homme noir, il n'y avait pas seulement la question du mimétisme, de vouloir ressembler à l'homme blanc, mais il y avait, à un moment donné, est née la haine raciale. C'est la haine raciale du noir par le noir. Et ça, c'est un mécanisme d'autodestruction. Maintenant, nous sommes en train de parler des mesures pour remettre ces trains longtemps déraillés sur ces rails. Et donc, une nouvelle théorie économique devient nécessaire parce que la force d'une nation, en parlant des États-Unis d'Afrique, c'est mesurer sa capacité économique. Non seulement, dans les capacités économiques, nous avons les ressources humaines. Or, la ressource humaine africaine illimitée, la nature complexe des structures familiales et des fonctionnements familiales, les met aujourd'hui, même dans l'état où son industrie est précaire. Okay? Ses capacités innovatives est précaire. Mais cette jeunesse-là, restructurée, met tout de suite les États-Unis d'Afrique à la tête des autres nations. Juste par une restructuration, c'est-à-dire la définition sous un modèle économique de la famille. Et donc, le développement des plans d'études, développement des théories économiques qui se nourrissent de la toute première ressource économique disponible encore à présent, la famille. La famille élargie africaine composée de 300 oncles, 900 tantes et des cousins illimités représente en effet une grande force économique dans la mesure où on sait la construire. Mais en tenant compte que pour réaliser cet élément-là, nous devons nous débarrasser d'un ennemi présent, omniprésent, la société civile, ce que nous appelons l'État. L'État est un virus colonial qui, en fait, est là parce que c'est sommaire. Les multinationales qui sont milliardaires et personne ne les taxe. Okay? Mais dès qu'une société nationale se met à vendre même des arachides, on veut la taxer. On ne veut pas la taxer. L'État africain, l'État colonial africain a pour objectif empêcher toute capacité de développement économique de ces nations pour permettre la continuité de son mise en esclavage. Et par conséquent, elle va plus loin en désactivant cette jeunesse, en décourageant cette jeunesse et en les poussant à immigrer en Europe où les 80% sont éliminés à la base en traversant Lampedusa, où ils sont morts. Ça a une des fonctions pressantes, insistante de l'autorité coloniale politique que nous avons en Afrique. Et qu'il s'agit des présidents, des ministres, des parlementaires, ou je ne sais pas moi, des sénateurs, ils ne représentent en aucun cas la capacité organisative d'un pays, mais plutôt le contraire. Ils sont là pour sanctionner toute possibilité de développement et assurer la suprématie blanche. En travers la mise en faute de toute initiative économique, le déroutement de toute capacité pouvant organiser les ressources disponibles sur les territoires en vue de pouvoir permettre
l'émergence économique. Tous les facteurs possibles pour une émergence économique sont disponibles. On nous parle de la technologie, mais la technologie est née des personnes. Donc, on ne peut pas dire qu'un État est en retard technologique. Là où il y a plutôt un projet qui vise à freiner tout développement. Parce que les développements technologiques dépendent aux exigences. Quand on distribue 10 000 unités d'un produit donné et que la clientèle augmente au point où on a besoin de distribuer 100 000, eh bien, l'intellect va fournir les moyens, la capacité de transformer les instruments déjà utilisés pour augmenter la rapidité de distribution. Et c'est ça la technologie. Elle répond à des exigences. On ne veut pas prendre une technologie ailleurs qui a répondu à des exigences et la mettre chez soi. Mais ce ne sont pas les mêmes exigences qu'on a. Alors, nous ne sommes pas en retard technologique. Mais il existe un mécanisme d'appui qui crée la désorganisation. Et cette désorganisation, cette désorganisation qui est responsable à son tour du manque du développement. Et aujourd'hui encore, où on parle de technologie, la recomposition, la restructuration, la redéfinition des familles africaines sous une clé économique, déjà seulement à elle seule, met l'Afrique un concurrent international dès à présent. C'est-à-dire, qu'est-ce que je veux dire? On parle des miracles asiatiques. Les États asiatiques se sont développés dans l'Europe, l'Occident a fait 100 ans pour se développer. Et le miracle asiatique s'est conclu dans moins de 25 ans. Une restructuration des familles africaines sur l'auspice d'une lecture économique permet de rattraper les retards de 150 ans dans 5 ans. Seulement en orientant, en faisant une réforme économique africaine basée sur la famille. Des questions? Le point, c'est la réintégration du potentiel de la jeunesse au sein de la famille. Oui. Pas au sein de la société. Ou au sein de la société, ma société est entendue comme famille. Qu'est-ce que je veux dire par là? Chaque famille doit pouvoir voir ses enfants comme une ressource économique. À mettre à devoir. Non comme un investissement qui va reporter de l'argent vers soi. Parce qu'aujourd'hui, qu'il y a une fille, il veut que la fille soit mariée pour qu'il puisse donner une facture longue, tu vois. Ou bien que l'enfant aille travailler pour qu'il lui apporte de l'argent à lui. Une conception égoïste et malade. Non, ce n'est pas cela. C'est-à-dire, une conception où une société, une famille de 150 personnes, une famille composée de 4, 6, 7 familles doit avoir une société. Ça, c'est une condition essentielle et nécessaire. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous êtes 4 frères et 2 sœurs. Mais vous devez avoir une société propre. Ça doit être la mesure. Ça doit être la mesure. En ce moment-là, 5 frères ou 3 frères même qui ont une société propre ont pour main d'œuvre les enfants, s'ils en ont déjà. S'ils n'en ont pas encore, ou leurs enfants ont déjà grandi au point d'avoir allé au-delà, il y a la famille élargie qui regorge de ces mains d'œuvre, qui doit être organisée sans interrompre le cycle d'instruction scolaire de ces enfants. Et ces enfants, maintenant, vont devenir la première ressource. Et ces enfants, en travaillant, sont en train d'investir sur leur propre devenir.
Parce que c'est les salaires qu'ils ne prennent pas aujourd'hui, c'est comme un investissement qu'ils vont venir et prendre demain. Et avec ça, il y a une garantie. Et maintenant, quand il y a une conception comme telle de la famille, qui est répercutée sur toutes les familles dans une région, eh bien, nous avons le développement économique. C'est quoi le développement économique? La satisfaction des besoins essentiels à la vie et l'assurance de la continuité, disons, l'assurance de la capacité à pouvoir survenir à ses besoins dans le futur. C'est-à-dire un enfant qui aujourd'hui rentre dans la formation professionnelle et cela lui garantit son argent de poche pendant qu'il vit dans sa maison avec ses parents, eh bien, il a la garantie que quand il finira cette formation et s'il devait sortir de la maison de ses parents, eh bien, il aura un salaire qui pourra lui survenir dans les années à venir. Et ça, c'est ce qu'on appelle le développement économique. Contrairement à ce que les gens pensent, les voitures, les biens de luxe, avoir des télévisions de 14 pouces, ça, ce n'est pas les biens économiques. Ça, c'est la dépense nationale. La dépense nationale doit pouvoir correspondre à la production nationale. À ce moment-là, nous avons une théorie à l'occidental de l'économie qui crée ce qu'on appelle les coefficients de pauvreté. Parce que si votre dépense dépasse de manière énorme votre capacité productive, eh bien, vous êtes dans un état de pauvreté. Et quand on regarde toutes les sociétés occidentales aujourd'hui, quand on prend la dépense française, on prend la dépense américaine, on prend la dépense anglaise, elle dépasse au moins 50, j'exagère 50 fois, je dis elle dépasse d'au moins de 2 fois leur capacité à générer les ressources. Et en ce moment, on a des États qui vivent en dette. Et maintenant, dans une famille où, entendu comme en parlant de l'Afrique bien entendu, dans une famille élargie, quand nous faisons la somme des dépenses générées à l'année par cette famille élargie composée, disons, de ces 80 personnes, on fait la somme des dépenses de cette famille et on fait maintenant la somme des productions. Quand je dis ici une production, je ne parle pas du salaire obtenu ailleurs. Je parle de cette famille conçue. La conception ici est de définir la famille en tant qu'une société. C'est que cette famille produit, qui est vendue sur les marchés ou qui est donnée comme service. Maintenant, on doit faire la comparaison entre les dépenses familiales et les productions familiales. Eh bien, vous avez le coefficient de pauvreté, c'est-à-dire des dettes. Maintenant, je vous demande chacun de prendre en conscience votre famille élargie. Faites la somme des dépenses, même aléatoire, et faites qu'est-ce que votre famille produit. Eh bien, si votre famille, en tant que société, ne produit rien, ne vend rien, ou n'est pas structurée comme une société, si votre famille n'a pas une structure économique, ben vous devez savoir que le coefficient de pauvreté qui s'applique à vous, c'est par manque de production économique, par manque de structuration familiale économique. Eh bien, nous avons un coefficient de pauvreté. C'est-à-dire quoi? Vous êtes une famille endettée. À quelqu'un va dire, je ne suis pas endetté vers la banque, on est endetté vers la nature. Parce que l'économie découle de la nature. Vous êtes en dette vers la nature parce que vous consommez chaque jour, vous mangez, vous ne produisez rien. On est endetté. Cet endettement familial conduit à l'endettement national. Et à la fin, au troisième étape, nous avons l'endettement racial. En tant que race, on est endetté parce que nous devons faire la mesure entre la consommation raciale noire et nous consommons beaucoup. Nous ne produisons pratiquement pas. Et donc, nous sommes une race à bord de la faillite. Parce que nous sommes une race endettée. Pas vers la banque, bien entendu, mais vers la nature. Nous ne sommes pas sur une balance d'équilibre. Et cela doit pouvoir être restructuré.
C'est pourquoi donc nous allons lancer, nous lançons ici même le département économique du RATEF-NAQET, bien que c'est une étude politique, mais dans la conception politique, de l'histoire politique, et nous avons besoin de porter l'assistance économique en même temps. Et donc, une théorie économique basée sur la conceptualisation, la formatation ou la perception des familles élargies africaines en tant que société. Société entendue comme organisme de production et de balance socio-économique naturelle. À ce moment-là, chacun d'entre nous peut faire un indice propre de sa propre famille pour définir le coefficient de pauvreté et le coefficient d'endettement. Je vais commencer par faire le tout premier coefficient. Et ouais, dans mon cas, j'ai produit beaucoup dans la communauté. Ouais, j'ai produit des enseignements. Nous avons produit l'AKN qui a une valeur sociale importante, relevante. Et nous produisons les RATEF-NAQET Sematawi. Nous allons produire l'école de la philosophie, Kouchkemet Congo. Nous allons produire aussi une partie politique raciale. OK? Cependant, ce n'est pas un produit qui est vendu sur le marché. Mais nous allons tenir compte de sa capacité à impacter sur le peuple comme valeur. C'est-à-dire, si nous prenons l'environnement familial, on est à deux ici à les faire. Et encore mieux, essayons de concevoir l'AKN comme une société en soi. Pour ça, c'est une grande famille élargie. Okay? Nous pouvons dire que nous sommes en train de nous battre sur une balance, une certaine balance. Parce que nous produisons. Okay? Et ce qui reste, nous devons maintenant être en mesure de rentabiliser. Rentabiliser. Nous offrons un cadre d'épanouissement pour les jeunes aussi. Nous avons Tayo, nous avons Bébé Amassou. Nous sommes dans un certain équilibre. Si je pouvais désigner un coefficient, je parlerais de 0,5 sur une échelle de 1 à 10. Donc, une échelle de 1 à 10, je dis 5 coefficients. Pourquoi je suis en train de parler en ces termes? Je suis en train de parler dans le cadre de la restructuration des familles aussi devient nécessaire. La conception des familles telles que nous les avons précédées, telles que nous l'avons reçues, est une conception des familiales coloniales. En fait, la famille n'est régie comme entité juridique. Dans la jurisprudence, on a plutôt des lois qui empêchent. Ne fais pas ça, ne fais pas ça. La jurisprudence n'est pas faite pour donner des lois qui permettent. En fait, dès qu'on a les droits est là pour faire des interdits. Ah, ça c'est interdit. Ça c'est interdit. C'est difficile qu'on trouve ça c'est permis. C'est toujours interdit quand on parle en matière de jurisprudence. Et les sociétés africaines telles que nous avons reçu de la colonisation, ce sont des sociétés, des normes juridiques basées sur des interdits. Et en tant que telles, elles ne sont pas fonctionnantes. Et dans la nouvelle société, dans la conception économique des sociétés familiales, nous devons donc aussi restructurer les familles comme un soi pour soi. Et c'est dans ce cadre-là maintenant que nous pouvons commencer à avoir les coefficients de pauvreté différentes. Parce que si je devais utiliser le modèle ancien colonial, eh bien, je me retrouverais moi seul dans ma famille à faire ce genre de travail. Et toi aussi, dans ta famille, tu te retrouverais, toi seul à faire ce travail dans le bail. Alors maintenant, si je dois mesurer cela dans la famille, c'est-à-dire il n'y a que ça qui produit. Et de ton côté, il n'y a que ça qui est l'AKN qui produit. Et dans chacun des membres actifs de l'AKN, il n'y aurait que l'AKN qui est en train de produire. Comparé à des centaines, des dizaines, des milliers de personnes.
coefficient de pauvreté 10. C'est un peu la notion que nous sommes en train d'apporter et de divulguer en la formulant, en espérant qu'il puisse être bien réussi. Bien entendu, nous laissons la porte ouverte aux questions, aux suggestions, toutes aux contributions aux personnes qui veillent maintenant à agrandir cette théorie, en écrire des normes. Nous aurons justement besoin des gens qui ont une certaine compréhension juridique pour une codification de la sorte. Je ne sais pas si nous avons encore des questions. Alors, à ce point, nous dirons Doua Netcher, Doua Amonra, Doua Neb Ercher.